Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hors-série spécial Journée internationale des droits de la femme. En fait, je trouvais ça intéressant d'aller venir illustrer la place de la femme dans les pays d'accueil de nos invités qu'on a reçus dans le podcast. Alors, j'ai reçu une gamme assez large de témoignages, donc merci beaucoup aux participants, voire même aux participantes, je dirais. Et ça a été compliqué de les classer, mine de rien. Donc, je remercie Mac, en tout cas, qui m'a proposé, en fait, de les classer d'ordre les moins progressistes, je dirais, aux plus avancés, ou tout du moins aux plus encourageants. Donc, je vous propose, malheureusement, de démarrer avec Mathilde, qui habite dans les îles Vierges britanniques. Bonjour à tous, aujourd'hui on me donne la parole sur deux sujets. Donc le premier, c'est le respect de la femme dans les îles Vierges britanniques. Alors tout simplement, nous ne sommes pas assez respectés. Et c'est pas d'aujourd'hui, bien entendu, depuis bien longtemps. Et ça devrait changer, mais malheureusement je pense que ça ne changera pas demain. Mais je pense qu'il y a déjà aussi un grand manque d'éducation. Depuis des générations, des hommes, des pères qui ont battu leurs femmes. Comment voulez-vous que les fils qui voient leur mère se faire taper parce qu'elle n'a pas assez nettoyé la maison, parce qu'elle n'a pas fait à manger à l'heure, comment voulez-vous que par la suite ce fils ne tape pas sa future femme? Donc c'est ça, et ça c'est pas seulement dans les îles britanniques, c'est les Caraïbes en général. Les femmes ici se dévergondent, mais malheureusement les hommes les rattrapent à la sortie. Donc les hommes sont pas respectueux avec nous en fait, et je le vois tous les jours, absolument tous les jours. Ça va être des langues tirées, ça va être des sifflements, ça va être pas mal de choses en fait. Et moi personnellement, au début, je faisais très attention, et puis j'en souffrais parce que tu peux pas t'habiller comme tu veux dans la rue, parce que on va te dévisager, on va te siffler. Et puis avec le temps, après je pense bien 2 ans, je m'y suis faite, et puis en fait j'ai appris à les connaître, et puis en apprenant à les connaître, je me suis dit que voilà, de toute façon c'était comme ça, puis ça changera pas, en tout cas pas aujourd'hui. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est le droit qu'on a à la contraception, où là en fait l'avortement chez nous est complètement interdit, donc on n'a pas le droit de se faire avorter, et tout ce qui est moyen de contraception c'est très très strict, c'est pas du tout remboursé par notre sécurité sociale et notre assurance sur l'île. Et donc, pour vous donner une estimation du prix, pour un stérilet, ça va être $500. Pour une pilule, ça peut monter entre 20 à $100 par mois, pas remboursable. Et puis si tu ne veux pas dépenser cette somme et que tu espères seulement avoir des préservatifs, et ben les préservatifs, tu vas les trouver à côté des cigares et des cigarettes et des bouteilles d'alcool hors de prix, derrière un comptoir pas du tout accessible. Et donc tu vas devoir demander à la vendeuse de donner une boîte de préservatifs, et oui, mais il n'y en a pas plus de 3 à l'intérieur, et le prix est de $4. Et ben en fait tout ça, ça empêche les jeunes femmes, les jeunes filles qui n'osent pas demander à cette dame d'avoir une boîte de préservatifs, tout simplement, et en fait elles se retrouvent toutes enceintes. Très très jeune, voilà, l'âge à laquelle elle commence, c'est autour de 12 ans, voilà, 12 ans, elle commence à être enceinte, et on en voit absolument tous les jours des jeunes femmes, des jeunes qui sont enceintes parce que la contraception elle n'est pas accessible à tout le monde, et ça je trouve ça aberrant de nos jours que on ne puisse pas avoir le choix entre vouloir avoir un enfant ou pas. Et puis sans compter ça, il y a toutes ces maladies sexuellement transmissibles où là à Tortola on ne nous laisse pas le choix, tout simplement.
Du coup, je vais finir par dire que oui, on n'est pas forcément très respecté, mais je pense que c'est dans leurs mœurs. Et puis on pourra pas changer ça tout de suite. Les femmes ici sont pas assez combatives. Voilà, elles ont l'habitude et puis c'est ainsi. Merci beaucoup Mathilde pour ton témoignage. Un rapide mot quand même sur l'avortement. Je trouve ça abusé que encore en 2020, il y a des pays, pour pas tous les nommer, mais par exemple El Salvador, les Honduras, le Congo, il me semble, de tête, le Sénégal, Malte, voilà tous ces pays quand même qui ne proposent toujours pas aux femmes le droit de se faire avorter. Et ça reste quand même extrêmement choquant. Voilà, c'était mon petit point. Et je vous propose du coup de poursuivre sur les messages de nos invités par Aurore, qui est au Mexique. Donc oui, le Mexique, c'est un pays avec énormément de machisme. Il suffit de voir le nombre de féminicides qu'il y a ici, c'est catastrophique. Mais voilà, donc au moins, ça est en train de bouger. Mais voilà, donc c'est vraiment un pays très, très, très pro-homme, et les hommes sont violents en général. Pas tous, évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup de violence masculine et tous les stéréotypes. Merci beaucoup Aurore. J'aimerais bien en profiter pour rappeler la définition d'un féminicide. Il s'agit de meurtre de femmes ou de jeunes filles liés au fait que ce soit des femmes. Et bien entendu, les pays dans lesquels il y a le plus de crimes liés à cette cause sont l'Amérique latine, et je vous le donne dans le mille, le Salvador et Honduras, et en Europe/Asie, la Turquie. La Turquie est le pays avec le plus de féminicides recensés par année. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Pascaline à ce sujet. Donc la place de la femme en Turquie, eh bien je pense qu'en fait on ne peut pas en parler sans parler de contraste. C'est-à-dire que la Turquie est un pays où vraiment les contrastes sont visibles et constants. C'est constant, c'est tous les jours, c'est dans notre vie quotidienne. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on ressent en tant que femme en Turquie. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir plein de femmes qui vont avoir des postes très haut placés dans des compagnies de textiles, des compagnies, enfin des postes haut placés. Elles vont être docteurs, elles vont être professeurs à l'université. Et par contre, il va y avoir aussi un nombre énorme de femmes qui ne travaillent pas du tout. Et qui aussi, du coup, ne sont pas vraiment... Ou alors, elles sont allées à l'école, mais pas très très longtemps. Ensuite, du côté privé-public, ça c'est quelque chose d'assez incroyable en Turquie. Parce qu'encore une fois, le contraste est tellement énorme. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que femme et en tant qu'étrangère, quand je me promène à Istanbul, eh bien, je me sens complètement en sécurité. Alors que quand je me promenais à Paris, j'avais l'impression qu'on allait m'harceler, qu'on allait m'agresser à tout moment. Dans le métro, j'avais peur. C'était vraiment une source de stress pour moi. Alors qu'à Istanbul, en fait, je me sens en sécurité. Je peux marcher dans la rue, même tard le soir. Je sais très bien que personne ne viendra m'embêter. Et même si par malchance, il y avait quelqu'un qui finalement faisait ou tentait quelque chose d'inapproprié, et ben en fin de compte il y aurait 3 autres gars, oui parce que ce seraient sûrement des hommes, 3 autres hommes qui viendraient pour me défendre en fait. Et donc ça c'est en public. Et par contre les femmes, elles rentrent chez elles et il y en a tellement qui se font battre. Donc elles ne se font pas agresser dans la rue, mais par contre elles se font battre par leurs conjoints, par leurs frères, par leurs fils parfois. C'est incroyable, hein, mais ça arrive. La violence à la maison est telle que ça fait une victime par jour chaque mois. Surtout depuis qu'on est confiné, une victime par jour, parfois plus. C'est tragique, c'est outrageux, c'est révoltant. Le nombre de femmes qui ont marché dans la rue, qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux pour crier leur besoin de lois plus justes et de protection. Parce que malheureusement, le gouvernement turc ne protège pas assez ces femmes. Et c'est dommage, c'est vraiment vraiment dommage. Parce que moi je le dis tout le temps, le futur de la Turquie, il est dans les mains des femmes turques. Et ça, tant que les hommes et les femmes ne l'auront pas compris,
ce pays n'évoluera pas. Il faut que les femmes dans ce pays se lèvent et enfin prennent la place qu'elles ont toujours méritée. Merci beaucoup Pascaline pour ton témoignage. Écoutez, je vais vous proposer du coup de rester sur des témoignages un peu épineux, mais avec une petite pointe quand même d'optimisme, avec le témoignage de Pauline qui se trouve en Argentine. Je sens que dans mon pays d'accueil, l'Argentine, donc, la place de la femme est en train de changer. Malheureusement, c'est un pays où il y a énormément de fémicides et où justement il y a une communauté très forte de femmes qui se mobilisent pour rendre visible cette situation catastrophique des fémicides et des violences en général exercées contre la femme. Et c'est une situation vraiment catastrophique. Et par ailleurs, c'est un pays où je sens que les femmes se bougent vraiment d'une manière très forte. Cette année, le droit à l'avortement a été légalisé en Argentine, officiellement en décembre. Et donc on sent que les choses bougent petit à petit. Donc je vous montre quelques aspects comme ça de l'évolution, de la place de la femme et du respect des droits de la femme dans ce pays. Par ailleurs, moi-même je suis doula, j'accompagne des accouchements et je suis très attentive justement au respect des droits de la femme, puisque par rapport concrètement à l'avortement, même si le droit à l'avortement est passé d'un point de vue légal, après dans ce pays ce qui est très difficile c'est justement le respect de ces lois et qu'elles soient appliquées. Dans mon cas, sur ce qui est du respect des droits de la femme au moment de l'accouchement, il y a beaucoup de travail à faire encore à ce niveau-là, même si la loi a déjà été est déjà passée il y a quelques années. Les droits de la femme sont toujours très vulnérables, il faut toujours être très attentive à ce sujet-là. Donc ce que je peux dire par rapport à la place de la femme dans cette société, je vois autour de moi des femmes qui sont actives, qui sont attentives, qui sont dans la lutte, qui sont mobilisées. Et par ailleurs, je vois que c'est un pays où il y a énormément encore de travail à faire par rapport au respect des droits de la femme et à justement qu'elle ressurgisse et que la femme puisse occuper une place vraiment de choix dans cette société. Donc c'est un peu ambivalent finalement, c'est-à-dire que d'un côté il y a un côté de lutte très active et par ailleurs il y a beaucoup de chemin à faire encore dans les mentalités et dans le côté justement d'égalité entre les hommes et les femmes et de respect des droits des femmes. Merci beaucoup Pauline. Écoutez, j'en profite tant qu'on est quand même sur une pente d'espoir. Je vous propose d'écouter ce que Sophie, qui a quand même habité pendant plus de 10 ans en Arabie Saoudite, a à nous dire sur l'évolution de la place de la femme dans ce pays. Alors, pour parler de la place des femmes en Arabie Saoudite, on va dire qu'elles occupent le devant de la scène, mais petit à petit, elles commencent à intégrer le monde du travail et à se faire plus entendre. Je ne veux pas trop en parler parce que moi, je ne connais pas personnellement trop de femmes, mais on peut les voir de plus en plus tenir des postes clés et travailler dans tous les corps de métier. Mais petit à petit, je pense qu'avec une bonne éducation, avec le fait de rabâcher les choses et de répéter et voilà, de prendre parti aussi pour les filles, les faire respecter, je pense qu'au bout d'un moment, ça va bien rentrer, ça va être ancré dans la société. Maintenant, il faut laisser un peu le temps. Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage et encore une fois, on est toujours agréablement surpris de ton optimisme concernant l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui a si mauvaise presse.
Écoutez, donc du coup, je vous propose de finir sur les pays tendancieux non progressistes avec le témoignage de Pauline qui a préféré nous parler du Sénégal plus que de l'île Maurice vu qu'elle y a passé plus de temps. C'est une société assez traditionnelle qui fonctionne encore, je trouve, de manière très patriarcale où l'homme, le chef de famille, est celui qui décide des grosses décisions. Mais ceci dit, je trouve que par contre, dans tout ce qui touche à la maternité, à la gestion du foyer et des enfants, ça reste quand même vraiment la place de la femme et elle fonctionne, je trouve, avec un soutien, une espèce de sororité de femme à femme, entre tantes, cousines, sœurs, et même de génération en génération, de grand-mère à petite fille ou de mère à fille. Il y a vraiment quelque chose qui se transmet et qui, je trouve, donne une certaine force aux femmes. Je trouve que les femmes sénégalaises elles sont fières, elles ont la tête haute quand elles marchent, elles sont sublimes en plus. Et voilà, donc je trouve que c'est un peu à double tranchant, je dirais. Il y a ce côté traditionnel où l'homme reste le chef de famille et prend toutes les décisions, mais la femme ne se laisse quand même pas dominer. Alors après, à dire avec des pincettes, parce que ça dépend évidemment des milieux et des endroits du Sénégal, certainement des ethnies aussi, mais ça c'est quelque chose que je maîtrise pas, donc je me permettrai pas d'en parler. En tout cas, pour tout ce qui est foyer, maison, gestion des enfants, c'est vraiment la place des femmes, et je crois que les hommes, moi de ce que j'ai remarqué, les hommes ne sont pas tellement impliqués là-dedans. Les femmes emmènent leurs bébés partout, et pour ce qui est du rôle de mère, elles sont très très entourées, elles s'aident beaucoup les unes les autres, et les bébés sont tout le temps collés à leur maman, qu'elles soient en train de travailler dans les champs, elles ont le bébé avec un pagne dans le dos, qu'elles soient à la maison, le bébé est à côté. On voyait même des femmes qui étaient dans la rue parce qu'elles n'avaient pas d'endroit pour vivre et pas de toit sur leur tête malheureusement, et puis les enfants étaient à côté en train de jouer. Peu importe, je pense, le milieu, pour le coup, ou la situation sociale, les enfants sont toujours avec leur maman. Et d'ailleurs, je crois que les premiers jours, les premiers mois, ils ne sortent pas trop de la maison. Les enfants ne sont pas montrés avant qu'ils aient plusieurs mois. Alors je sais pas d'où ça vient, si c'est pour les protéger d'éventuelles maladies, ou si c'est pour je sais pas si c'est une croyance ou une tradition, mais voilà. Donc ça c'est ce que je voulais dire par rapport à la place de la femme. Encore une fois, c'est pas un sujet que je maîtrise à 2000%, c'est vraiment mon ressenti, donc à prendre avec des pincettes. Merci beaucoup Pauline. Et je trouve que, mine de rien, ton témoignage s'apparente énormément avec un que j'ai reçu de Léa, par exemple, qui habite, elle, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Je vous laisse écouter ce que Léa a à nous dire. Donc la place de la femme dans mon pays d'accueil, moi je me suis toujours sentie plutôt bien. Par exemple, je me sentais beaucoup plus en sécurité ici que ce que je me sentais en France. Dans la rue, on se fait, en tout cas, encore une fois dans l'état où je vis, en Massachusetts, on se fait pas alpaguer dans la rue, on nous laisse tranquille. Je pouvais me promener le soir à 22h dans la rue et je me sentais pas spécialement en danger. Je me suis toujours sentie en sécurité et je trouvais ça assez agréable. Par contre, j'ai senti une grosse différence à partir du moment où j'ai eu mon fils. Parce que bon, aux États-Unis, le gros sujet, c'est quand même les congés parentaux une fois qu'on a un enfant. Parce que dans la plupart des entreprises, il n'y a rien où on a le droit à 2-3 mois, mais la plupart du temps, c'est non payé. Mais j'ai trouvé que c'était assez violent le fait que les pères aussi, ou les personnes qui accompagnent la femme enceinte, n'ont rien en fait. C'est-à-dire que on peut avoir un accouchement difficile où on a du mal à marcher, on peut avoir une césarienne, il peut se passer plein de choses. Mais en fait, on sait que quand on rentre à la maison, on va quand même être seul la journée, seul avec notre bébé, et que c'est à nous de nous en occuper un peu seul, que la société attend de nous en fait que la mère a mis l'enfant au monde, la mère s'occupe de l'enfant et le partenaire ou le père retourne au travail. Et je l'ai beaucoup senti aussi dans un groupe de mamans dont je fais partie. Il y a beaucoup de témoignages de mères qui se disent sentir cette pression, la charge mentale, cette pression de la société extérieure, mais aussi dans le foyer en fait, que la mère doit tout gérer. Que par exemple moi, ça m'arrive très souvent avec ma crèche, si mon fils est malade ou qu'ils doivent nous appeler, c'est toujours moi qu'on appelle.
Alors que pourtant, dans notre couple, où il y a pas, on fait tout à 50-50 en fait. Il n'y a pas de père ou mère, on fait juste les choses qu'il faut faire. Mais c'est toujours moi qu'on appelle. Pourtant, moi, je travaille en dehors du domicile, ils le savent, à la crèche. Et mon mari travaille de la maison à littéralement 10 minutes de la crèche. Donc ça m'avait... Donc voilà, j'ai vraiment senti un peu ce poids qu'une femme pouvait ressentir à partir du moment où elle devenait mère. Ce poids de la société, en fait, qu'on doit un peu tout assumer, en fait. Mais moi, j'ai de la chance que dans mon couple, ce soit pas le cas. Mais je pense qu'on a encore du travail à faire, même dans les pays comme les États-Unis ou même l'Europe, on a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Léa. Du coup, je sais pas si vous avez vu la similitude, je sais plus quel est le mot, entre ces deux derniers témoignages. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que ce soit dans un pays traditionnel où l'avortement est encore illégal comme le Sénégal, ou un pays occidentalisé tel que les États-Unis, on en arrive au même point. C'est-à-dire que la nana, dès qu'elle a accouché, la société lui tombe dessus en disant bah maintenant tu prends le lead, et si t'es pas contente c'est pareil. Voilà, je trouve que c'est assez triste en fait comme constat. Après, j'aimerais bien faire un petit disclaimer par rapport à ce qu'a dit Léa concernant le congé parental aux États-Unis. Il faut savoir que chaque État aux États-Unis, il va de sa propre sauce concernant le congé parental. Je sais que pour ma part, par exemple, ayant vécu à New York et en Californie, ces deux États proposent ce qu'on appelle un paid family leave. Donc en fait, c'est un temps à partie que vous allez pouvoir prendre pour un membre de votre famille. Ça peut être une personne âgée qui a besoin de vous, ou ça peut être un nouveau-né. Et donc ce temps à partie peut fonctionner pour la femme comme pour l'homme. Voilà, il n'y a pas de... Du moment qu'en fait, il faut suivre des critères d'éligibilité, surtout concernant son employeur, et ça varie d'un État à un autre. Voilà, la durée, par exemple... du temps dans lequel vous êtes dans l'entreprise, voilà, ce genre de choses. Et je vous incite énormément, s'il vous plaît, à googliser si l'état dans lequel vous vivez propose un paid family leave. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose du coup d'écouter notre deuxième témoignage aux États-Unis, celui de Marie. Pour moi, l'exemple le plus parlant de la place de la femme aux USA, c'est justement révélé pendant la pandémie. Les femmes ont été les plus affectées pour gérer leur job, les enfants et le foyer en général, et tout leur est tombé dessus en même temps. Donc il a fallu gérer sur tous les tableaux et la charge mentale a été au maximum. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû démissionner pour faire face à la situation. Les États-Unis ont des progrès à faire sur l'égalité des salaires, le congé maternité, et les prix exorbitants de la crèche n'aident pas non plus les femmes dans leur carrière. Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. J'aimerais bien rappeler que tu es dans l'État de Michigan, aux États-Unis. Je vous propose du coup d'écouter le témoignage de Priscilla, qui habite en Grande-Bretagne et qui a un témoignage assez similaire que celui qu'on a reçu de nos invités aux États-Unis. Bonjour. Alors au premier abord, la femme en Angleterre peut sembler avoir une position égale à l'homme. Mais en fait, dès qu'on regarde un peu plus en détail, on se rend compte que on est encore dans un schéma assez traditionnel de la femme s'occupe de la maison et des enfants et le mari travaille plus. Bien sûr, ce n'est pas 100% la règle, mais c'est très très souvent comme ça. Ça commence surtout au moment aussi où on fait des enfants. Ça s'accentue. Car les crèches et les moyens de garde sont très chers et il n'y a pas d'école publique avant 5 ans. Donc en fait, comme il n'y a pas d'aide sociale pour faire garder les enfants ou très peu, souvent les femmes comme elles ont un moins bon salaire, en règle générale, se retrouvent à la maison ou se retrouvent à travailler en temps partiel. Donc forcément, ça influe également sur le développement professionnel de la femme. Ensuite, c'est pareil, comme les écoles sont de 9h à 3h, beaucoup de mamans continuent de travailler à temps partiel, comme moi par exemple, parce que au niveau moyen de garde et organisation, c'est assez compliqué. Donc
on a la chance de pouvoir travailler à temps partiel, mais c'est également parce qu'on est un peu obligé de le faire pour pouvoir s'occuper des enfants. Au niveau également professionnel, donc forcément travailler en temps partiel. Beaucoup de femmes gagnent moins que les hommes et aussi ont des positions moins élevées que les hommes dans beaucoup de compagnies. Les postes à grande responsabilité sont majoritairement tenus par des hommes. On peut aussi avoir des femmes, mais c'est quand même plus rare. Et c'est pareil selon les industries, donc tout ce qui est technique, technologique, c'est vraiment majoritairement masculin. Par exemple, comme moi, je fais partie d'une société qui fabrique du matériel pour les caméras et la télévision. Donc on a des ingénieurs, on a des personnes qui travaillent en usine, on a des gens qui dessinent également les machines et les programmes. Et dans notre société, on doit être une 40aine de personnes et il y a 3 femmes en tout. Merci beaucoup Priscilla pour ton message. C'est vrai qu'il me fait beaucoup écho à l'épisode 14 que j'avais fait avec Hugues, qui est un papa féministe qui a monté une boîte pour aider les minorités, notamment les femmes, à se faire embaucher dans le milieu de la tech. Voilà, j'espère vraiment que vous aurez la curiosité d'aller écouter cet épisode si ça n'a pas déjà été fait. Je le trouve vraiment fantastique. Voilà, c'était le moment promo de mon podcast. En même temps, je me fais ma propre pub. Sans transition, je vous propose du coup d'écouter ce que Delphine à Amsterdam a à nous dire. Alors, la place de la femme aux Pays-Bas est un tout petit peu différente dans le sens où les Pays-Bas est un pays extrêmement libre et depuis toujours, il y a peu d'interdictions. En ce qui concerne notamment les tenues, tout le monde peut s'habiller comme il veut. Et en particulier dans les lycées et dans les écoles, la tenue d'une jeune fille n'est pas un sujet. Donc en fin de compte, elles peuvent venir en short ou alors avec un débardeur. On va pas leur demander de se couvrir. Et si par contre elles décident de se couvrir un peu plus pour d'autres raisons, on va pas leur demander de se découvrir. Ça, c'est vraiment une différence qui peut être faite avec la France, notamment, où j'ai entendu parler d'une tenue républicaine réglementaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les garçons et les filles font à peu près des études équivalentes, sauf que, il est noté que les jeunes femmes font des études plus longues. Ensuite, une fois qu'elles travaillent, c'est là un petit peu où c'est aussi intéressant de le savoir, c'est que elles ont accès au job intéressant également. Et quand les enfants naissent, elles ont la possibilité de passer à mi-temps sans trop de difficultés en gardant un poste intéressant. En revanche, aux Pays-Bas, comme dans beaucoup de pays du monde, les femmes gagnent toujours moins que les hommes à travail égal. Et ça, ce n'est pas normal. Mais ce sera peut-être un autre sujet. Merci beaucoup Delphine pour ton témoignage. J'aimerais bien revenir sur quelque chose aussi qu'elle mentionne, sur une tenue républicaine. Et c'est vrai que personnellement, c'était il y a quelques années maintenant, je me rappelle, j'étais encore à New York et j'avais entendu parler qu'en France, les gens étaient pas contents parce que les décathlons ou les femmes, je sais plus, mais se couvraient intégralement pour aller à la plage. Et que manifestement, ça avait créé genre un débat sociétal. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Enfin, je veux dire... Et puis en plus, en France, on est quand même connus à l'étranger pour montrer nos seins tout le temps à la plage. Et j'ai l'impression que on passe quand même du tout au tout. Enfin, je veux dire, on va pas aller critiquer la nana si elle montre ses seins. Je veux dire, si elle décide de faire un topless parce qu'elle veut pas avoir les marques de son maillot... sur son corps. Et inversement, pourquoi on ira embêter la nana qui a décidé de mettre une tenue de plongée pour aller nager jusqu'à la bouée ? Enfin, je veux dire, on s'en fiche. Enfin bref, c'était... Ouais, je trouve que parfois, il y a quand même des sujets qui ne devraient pas y avoir en société. Et celui-là m'avait particulièrement choquée. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on arrive sur les pays un petit peu plus progressistes, c'est-à-dire qu'ils ont une belle brain image
internationale pour saluer la place de la femme dans leur société. Et je vous propose du coup qu'on écoute Marion, qui elle habite en Nouvelle-Zélande. Je voulais commencer par parler de l'importance de la représentation. C'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant de venir ici, mais qui m'a frappée depuis que Jacinda Ardern a été élue Prime Minister, donc c'est notre chef du gouvernement, et elle a d'ailleurs été réélue depuis. Avoir une femme à la tête de l'État, en fait, ça montre que c'est possible d'accéder à des situations de pouvoir comme ça. Non pas que j'ai envie de me lancer en politique, loin de là, mais le fait de voir des femmes à la tête du gouvernement, à la tête d'entreprises, d'organisations, ça montre que, en fait, oui, c'est possible, c'est accessible. Et je trouve ça super important. Ça m'avait pas marqué autant avant. En ce qui concerne la place de la femme en Nouvelle-Zélande, un point que je voudrais souligner, c'est que je me suis jamais vraiment sentie menacée ici. En France, je faisais toujours attention à comment je m'habillais quand je sortais, dans quel coin je sortais. Voilà, ce genre de choses pour pas me faire embêter. Et même des fois, ça marchait pas. Alors qu'ici, je me suis vraiment jamais sentie menacée ou obligée de m'habiller différemment pour sortir. Jamais. Et ça, je pense que c'est un point positif ici. C'est un pays qui est vraiment très safe, je dirais. Il y a aussi des choses qui sont un peu old-fashioned ici. Par exemple, les écoles, beaucoup sont non mixtes à partir du niveau, on va dire du niveau collège. Ce qui m'a assez, non pas choquée, mais surprise, on va dire, quand je suis arrivée ici. Il y a aussi le syndrome du old white guy à la tête des entreprises. Voilà, ça manque un peu de diversité, que ce soit en termes d'origine, de genre. Mais c'est en train de changer. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui essaye activement de faire changer les choses et je pense que c'est pas la seule. Donc, it's promising. Et puis une autre chose que je voulais dire au sujet de la Nouvelle-Zélande, c'était que c'était quand même le premier pays permanent et indépendant à donner le droit de vote aux femmes en 1893. Et donc c'était bien avant les pays scandinaves, par exemple, qui sont quand même très progressifs. Je sais plus comment on dit, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup Marion, grâce à toi aussi je me sens beaucoup moins seule à bugger depuis le début de cet épisode entre progressif et progressiste, donc merci beaucoup. On notera d'ailleurs que la Nouvelle-Zélande en 2020 agit contre la précarité menstruelle dans les écoles et va proposer jusqu'à 2021, ils sont en train de le spread dans le pays, de distribuer des serviettes hygiéniques ou des tampons aux jeunes filles dans les établissements scolaires. Donc au top du top. Vraiment, voilà, on sait que comme tout pays dans le monde, on part de loin, mais que certains font des progrès quand même beaucoup plus importants que d'autres dans un plus short term, dans un temps différent. On va dire ça comme ça. Écoutez, étant donné qu'on est en Océanie, je vous propose de continuer par l'Australie avec ce que Jenny a à nous raconter concernant l'Australie. Alors, Cindy nous a demandé de répondre à la question de la place de la femme dans la société dans laquelle on vit. Et moi, j'ai vraiment la chance de vivre dans un pays où dans une société qui est vraiment égalitaire. Et je suis très consciente du fait que c'est un privilège et que malheureusement, ce n'est pas la chance de tout le monde. Mais il faut dire que la société australienne est quand même vraiment en avance par rapport aux droits de la femme, en tout cas dans mon opinion et dans mon expérience. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est vraiment le congé parental. En fait, en Australie, déjà, on a un congé parental d'office de 18 semaines qui est payé. Et donc ça...
Ça paraît anodin pour beaucoup d'entre nous, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, partout dans le monde. 18 semaines, c'est le congé de base. Il faut savoir que parfois, les employeurs permettent aussi de prendre un congé maternité à leur charge additionnellement. Donc moi, par exemple, mon entreprise propose 14 semaines de congés payés. Donc entre mes 14 semaines de mon entreprise plus les 18 semaines du gouvernement, ça a fait un congé parental qui est quand même relativement long. Et la raison pour laquelle je pense que le congé parental en Australie est une preuve de la place de la femme dans notre société, c'est vraiment la qualité de ce congé. En fait, ce congé n'a que 3 conditions. Il faut avoir travaillé un certain nombre de temps avant de tomber enceinte pour avoir droit au congé. Je crois que c'est 12 mois avant la date de terme, ce qui est quand même pas exceptionnellement long. Il faut prendre 6 semaines d'arrêt à partir de la date d'accouchement, donc le postpartum, pour pouvoir se remettre de l'accouchement. Et il faut aussi utiliser tout son congé maternité avant les 1 an du bébé. Mais grosso modo, ce sont les seules conditions. Donc c'est vraiment un congé qui est clé en main. On a le droit de prendre 18 semaines pleines, ou alors on peut aussi prendre 36 semaines à demi-paye, ou on peut prendre un mix des deux. Donc si on a envie d'étendre son congé au maximum et d'en profiter pleinement, moi c'est ce que j'ai fait pour mon deuxième enfant, je l'ai pris à demi-paye, comme ça j'ai eu 36 semaines, en plus de mes 14 semaines du travail, ça m'a fait 1 an de congé maternité. C'est un congé qui est aussi échelonnable, donc on a droit à 18 semaines, on peut le prendre 18 semaines d'un coup, ou on peut aussi prendre 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine. On peut le diviser en petits blocs pour avoir des morceaux de congé, un peu comme des vacances échelonnées dans l'année, pour avoir du repos plus souvent quand on reprendra le travail, ou on peut prendre tout d'un coup. C'est vraiment à nous de décider la manière dont on souhaite l'échelonner ou pas. Et c'est aussi un congé qui est transférable, donc on peut le transférer à l'autre parent. À part ces 6 semaines postpartum après la naissance, le reste du congé on en fait ce qu'on veut. Donc soit on le prend nous-mêmes, soit on peut aussi le transférer à l'autre parent pour que lui ou elle aussi ait la possibilité de passer du temps avec son enfant. Donc nous c'est ce qu'on avait choisi de faire pour Lucas. J'ai pris les 4 premiers mois et ensuite je souhaitais retourner au travail parce que je venais de commencer un nouveau travail qui me plaisait beaucoup et Sam lui faisait un travail qui ne lui plaisait pas du tout. Donc dans notre famille ça prenait vraiment tout son sens que moi je retourne au travail et que lui il en profite pour passer du temps avec Lucas. En plus Lucas je l'allaitais donc j'avais particulièrement beaucoup de moments avec lui moi-même et donc je trouvais que c'était important que Sam s'y retrouve lui aussi en ayant un petit peu de temps avec son fils, rien que tous les deux. Donc pour notre famille à ce moment-là c'était vraiment le bon choix à faire. Donc et le début du congé maternité est aussi décidé par la maman, donc les 18 semaines ça commence à partir du moment où on s'arrête avant la naissance. Donc on peut s'arrêter aussi tard ou aussi tôt qu'on le souhaite. C'est pas du tout une décision arbitraire faite par des médecins dans un bureau de 6 semaines avant l'accouchement. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment la femme en fonction de ses capacités, en fonction de ses sentiments, en fonction de son ressenti physique, de sa santé. Elle choisit de s'arrêter à partir du moment où elle le souhaite. Et vraiment, toutes ces différentes options, ça a vraiment un effet très fort, je trouve, sur la maman. On est sur le point de commencer son expérience de maman. On est en train de choisir son congé maternité et de décider comment est-ce qu'on va le mettre en place. Ça nous envoie vraiment un message fort que la société respecte notre choix. La société respecte que c'est notre corps, notre bébé et notre famille et que nous sommes nous-mêmes la personne la mieux placée pour faire des choix par rapport à cette famille, par rapport à notre corps et par rapport à notre bébé. Et la société ne nous impose pas des barricades, un congé maternité qui commence tant de semaines avant ou qui s'arrête tant de semaines après. On peut vraiment l'échelonner si on en a envie. Si on choisit de se concentrer sur sa carrière, on peut le faire. Si on choisit au contraire de se concentrer sur sa famille et de ne pas reprendre le travail tout de suite, on peut aussi le faire. C'est vraiment nous laisser le respect du droit décisionnaire par rapport à notre corps, notre bébé, notre famille, le respect du choix professionnel ou pas, si on choisit de reprendre son travail, si on choisit quand, comment on va reprendre le travail. Et donc c'est vraiment pour moi cette décision laissée à la charge de la maman qui est libre de privilégier sa carrière, sa famille ou même les deux, de diviser son salaire si elle le choisit et vraiment de s'arrêter quand elle le sent. Donc c'est une manière de dire aux femmes que la société leur fait confiance, respectera leur choix parce que c'est elle qui est la mieux placée pour faire ce choix. Et quand on est sur le point de se lancer dans la plus grande aventure de sa vie qui est la maternité, enfin pour les mamans,
c'est vraiment super fort comme message de nous donner ça. Et il y a un mot qui se traduit très mal de l'anglais au français, c'est le mot empowering. C'est vraiment nous donner à nous le pouvoir de décider. Et c'est vraiment quelque chose de très fort, surtout à cette période de notre vie où on s'apprête à accueillir un nouveau bébé dans notre famille. Et je trouve vraiment que c'est un bon exemple d'à quel point la société australienne reconnaît les femmes et leur donne quand même une place très forte dans la société. Merci beaucoup Jenny. Je sais pas vous, mais moi la nana, elle a réussi à me vendre l'Australie en 6 minutes. En tout cas, je tenais personnellement à la remercier elle ainsi que Pascaline. Je sais qu'elles ont été particulièrement porteuses de ce projet de hors-série. Donc vraiment merci à elles pour leur engouement et leur témoignage. Écoutez, mais je vous propose, mine de rien, il nous reste encore des témoignages. Et notamment, par exemple, celui de Manu au Luxembourg, qui nous vend de manière plus courte mais efficace son pays. J'avoue qu'à Luxembourg, la place de la femme est quand même assez mise en valeur, contrairement à d'autres pays, je dirais. Déjà, d'un point de vue salarial, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les femmes... Il n'y ait pas trop de différence entre les salaires hommes et femmes, même si, bien sûr, il y en a encore. À côté de ça, il y a quand même beaucoup de postes à responsabilité qui sont occupés par des femmes. On a une ministre de la Santé, Paulette Lehnert, qui est une femme et qui est vraiment mise en avant pendant cette pandémie. Et du coup, je pense que pour nous les femmes, ça fait du bien de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui est au ministère. Et j'avoue que je suis peut-être un petit peu plus intéressée par les nouvelles concernant la pandémie depuis qu'elle est là. Un autre point qui m'avait aussi, qui me plaît aussi beaucoup. Alors, j'avoue que on a fait pas mal de travaux à Luxembourg récemment, donc je sais plus si c'est d'actualité. J'ai pas fait gaffe récemment, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Luxembourg, donc ça fait déjà 15 ans, ce que j'aimais bien, c'est que dans les parkings souterrains, il y avait des places réservées aux femmes. Alors, de ce que je sais, ça se fait aussi en Allemagne, mais du coup, en fait, les places femmes, donc c'est vraiment des places réservées aux femmes, et elles sont à côté de l'entrée. Donc, ce qui permet, quand tu rentres de soirée un peu tard et que t'as peut-être pas forcément les yeux en face des trous, ou que t'es un petit peu inquiète de rentrer seule, ta voiture étant près de la sortie, t'as très peu de chemin à faire et tu montes vite dans ta voiture et tu pars vite du parking. C'est con, mais je te jure que je pense que ça m'a évité de flipper 2-3 soirs. Merci beaucoup Manu pour ton témoignage. Et encore une fois, on reconnaît bien Manu la grosse fêtarde. Ça m'étonne pas du tout de toi. Non, je plaisante et je suis toujours estomaquée. À quel point en fait je ne connaissais pas le Luxembourg et à quel point, enfin vraiment, on le vend très très bien comme pays mine de rien. Donc une belle surprise pour le coup le Luxembourg. Écoutez, sans transition, je vous propose d'écouter le témoignage d'Amel qui, elle, a quand même vécu dans 3 pays différents, donc c'était compliqué d'essayer de la placer un tout petit peu avant. Et je trouve qu'elle fait un très très beau sommaire de toutes les femmes qu'elle a pu rencontrer au cours de son expatriation. Je vous laisse l'écouter. En cette journée internationale de la femme, je voudrais célébrer toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans les différents pays où j'ai vécu durant ces 10 dernières années, que ce soit en Iran, en Roumanie, au Portugal et au Kazakhstan. Toutes ces femmes qui, face aux difficultés qui sont les siennes, les leurs, mais aussi les nôtres, ont mené et mènent encore des combats, que ce soit en Iran, pour ces femmes qui luttent contre le joug masculin, contre le joug patriarcal, contre le poids de la religion dans la société, contre le port du voile obligatoire. C'est aussi leur combat pour avoir accès à des soins de qualité, en particulier en gynécologie et en pédiatrie. C'est aussi, à l'époque où j'étais au Portugal, la lutte contre la violence faite aux femmes, les violences conjugales. C'est au Kazakhstan la lutte pour
pour le consentement éclairé lors du mariage. Mais c'est aussi toutes ces femmes que j'ai rencontrées qui travaillent comme des bourreaux, en particulier en Roumanie, où c'est des femmes qui sont des work-alcooliques, qui se démènent pour leur carrière professionnelle, qui se démènent aussi pour joindre les deux bouts. Voilà, c'est aussi des femmes qui sont très entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneuriat, en particulier en Roumanie. C'est aussi des femmes qui font attention à elles, aussi bien au niveau, je dirais, esthétique, mais qui prennent soin des leurs. Et là, dans tous les pays, la solidarité entre elles, entre les femmes, elle est magnifique, elle est à la fois intuitive, à la fois réelle, à la fois dans les mots, dans le regard, dans le toucher. Là, c'est aussi la chance d'avoir pu rencontrer des femmes qui ont atteint des positions dans des entreprises où on ne les attendait pas, et qui sert d'exemple, aussi bien aux femmes de leur génération et aux plus jeunes. C'est aussi la maternité, l'éducation qu'on donne aux enfants, qui est à la fois diverse, variée et parfois étonnante quand on ne connaît pas la culture. C'est tout ça, c'est à la fois les problématiques, je dirais, générales que l'on retrouve un peu partout, mais c'est aussi des combats plus typiques à une époque et à une culture donnée. Et voilà, je voudrais manifester, célébrer aujourd'hui toutes ces femmes qui ont fait partie de mon petit bout de chemin. Et je voudrais leur dire que je n'oublie ni leurs mots, ni leurs regards, ni leur gentillesse, ni ce qu'elles ont vécu, ni ce qu'elles ont partagé avec moi. Et voilà, je leur souhaite le meilleur. Merci beaucoup Amel, tu clôtures la fin de tous les témoignages qu'on a reçus. Merci beaucoup encore à toutes les participantes. Je suis bien entendu un peu peinée de ne pas avoir fait un petit peu plus de pays, je pense notamment au continent asiatique. J'aurais aimé par exemple en savoir un peu plus sur le Japon, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine potentiellement. En attendant, on a une surprise pour vous cette semaine, c'est-à-dire qu'on revient après-demain pour un nouveau hors-série. Ciao!